bienvenue, mesdames et messieurs. Merci d'avoir affronté le temps et voilà, et le Père Noël. Voilà, donc je vais guère vous présenter déjà parce que je vais la laisser se présenter elle-même, mais Annie de Groot, c'est vraiment encore très très connu et pas seulement dans le France. Vous êtes de très très bons chiffres de vente au sein des collections internes de France notamment. Et notre souhait à la médiathèque, c'était d'accueillir Annie autour de son dernier roman, La Messagère du Nouveau Monde, et puis c'est l'occasion d'échanger avec elle sur son parcours littéraire et artistique. Donc merci déjà. Voilà. Donc j'ai été, il y a quelques temps, je m'étais penchée effectivement sur votre parcours. Bon, je pensais que vous étiez autrice depuis petite enfance, enfin voilà, vous étiez. Et je méconnaissais votre parcours de comédienne. J'ai même découvert que vous aviez joué. Ah non. Non. Si donc, vous c'est amusant. Oui, c'est amusant, c'est l'anecdote. Un épisode d'une série qui n'a pas grand-chose à voir avec des romans historiques. Non, rien à voir. Parce que c'était la série Dallas. Donc, oui, voilà. De toute façon, quand on voilà où m'ont mené mes études d'anglais. ça peut servir, ça peut servir. Mais après, donc, vous avez relativement rapidement, vous êtes passé à l'écriture. Et comment avez-vous opéré cette transition et pourquoi ce changement dans le domaine culturel, dans le domaine de l'art? Oui, mais je ne pensais pas du tout faire de romans. Bon, voilà, ça fait 30 ans que j'en ai fait 20, mais je ne pensais pas du tout. Et j'aimais toujours écrire depuis que j'étais petite, mais puis j'ai toujours écrit des nouvelles, j'ai toujours écrit mon journal intime, de grandes lettres avec mon ami qui habitait le Midi, comme il n'y avait pas Internet à l'époque. Et puis j'ai fait le conservatoire parce que je voulais être comédienne. Et donc là, je suis vraiment allée à l'école des grands dramaturges. Et ensuite, comme il n'y avait pas de théâtre vraiment à Lille, sauf une compagnie, Robéché, enfin bon, c'était tout, mais tous les élèves du conservatoire pouvaient pas aller dans cette compagnie. Et on est parti, donc toute une bande à Paris, pour faire du théâtre. Et là, moi j'ai aussi parallèlement, après une école qui m'a demandé d'écrire des spectacles pour la jeunesse, donc que j'ai fait, que j'ai écrit. J'ai écrit et joué un spectacle pour enfants qui a eu beaucoup d'honneur à Paris, qui a très très bien marché. Et c'est drôle parce que ça je l'ai très peu raconté, mais c'est quand une dame est venue avec son petit garçon, là on était donc dans Paris et puis je jouais un spectacle qui avait été sur la mort d'un grand-père. Et donc c'était une petite fille qui recherchait son grand-père et en fait qui le retrouvait à la fin parce qu'elle avait beaucoup pensé à lui, elle avait rencontré plein de personnages. Il y avait même déjà un géant du Nord et puis donc qui avait un contact, même la fleur du jardin du grand-père. C'était un spectacle pour les 3-6 ans, 3-7 ans. Et il y a une dame qui est venue avec son petit garçon et qui m'a dit « Oh, vous savez, je n'osais pas lui parler de la mort de son grand-père, et là on en a parlé, on a même pleuré tous les deux, et qu'est-ce que je suis contente. » Et là, je dois dire que je me suis dit dans ma tête, bon Annie, tu peux peut-être continuer à écrire des histoires. Et c'est un peu comme ça, c'est aussi grâce aux enfants, je dois beaucoup. Et j'ai des amis réalisateurs avec lesquels j'avais bossé, pas ceux de Dallas, hein, mais des réalisateurs, et qui sont venus me voir et qui m'ont dit Annie, on devrait écrire des scénarios ensemble. Et donc là, j'ai collaboré à des scénarios et il y en a eu un qui s'est avéré trop cher pour la télé. J'avais Didier Decoing que j'avais rencontré et qui m'avait dit écoutez Annie, franchement, hein, nous, ça fait 5 ans qu'on essaie de monter l'allée du roi, c'est Chandernagor, l'allée du roi, qu'est-ce que vous voulez c'était presque, vous me faites rire avec vos petits scénarios, voilà. Mais mon héroïne, bonjour,
mon héroïne s'est dit, eh ben non, 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 tu ne laisses pas dans un tiroir à vie. Et c'est comme ça qu'en fait, c'était un scénario au départ, et j'en ai écrit le roman. Et donc, ce roman, qui était ce premier roman, a eu 4 prix tout de suite, et pas le concours, hein, vous l'auriez su. Hein, mais bon, c'est pas grave, parce que c'était quand même des prix qui ont compté et qui m'ont beaucoup encouragée. Et puis, à ce moment-là, j'ai mon éditrice qui a eu aussi confiance, grâce aussi à ces prix, grâce à ça, qui m'a dit, bon, c'est quoi le prochain? Et voilà, et c'était parti. Et c'est donc, j'ai continué quand même à jouer pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, quand sur notre CV, on n'a plus que des romans, c'est pas la peine de se pointer comme comédienne, hein, si on a donné son CV. Parce qu'on m'a dit très nettement, ah oui, là vous avez un grand trou là, sur votre CV. Je dis, ben oui, j'ai fait des romans. Ah oui, vous êtes romancière. Ben vous n'êtes plus comédienne alors. Comme si, voilà, comme si c'était incompatible. Aujourd'hui, ça s'arrange. Hein. Aujourd'hui, ça s'arrange. Dieu merci. Mais c'est vrai que... Et c'est comme ça que c'est parti, voilà. Très bien. Et alors, on va parler un petit peu de la messagère du Nouveau Monde, parce que là, on est dans un cadre assez différent. Alors, on part quand même dans l'entrée, dans la rumeur, mais très très vite, comme le titre l'indique. On part, puisque vous abordez ainsi l'immigration des premiers colons wallons et flamands en Amérique. Un épisode que personnellement je méconnaissais complètement. Et qu'est-ce qui vous a poussé à partir de cette voie-là? Parce que c'est un ami historien. Oui. Un ami historien qui est Christian Defebvre et qui connaissait cette histoire et qui m'a dit, Annie, tu devrais en écrire le roman. Et il m'avait dit donc, que c'était des Wallons, des Flamands, enfin des gens donc, de notre région qui étaient partis les premiers. Et puis là, il me dit, tu devrais écrire le roman. Je lui dis, mais attends, toi, tu pourrais très bien en écrire un livre historique. Et il m'a dit, ben non, toi, tu donneras de la chair à l'histoire et aux personnages. Et donc, c'est vrai que au travers de tous mes romans, bon, ça c'est le 20e, et au travers de tous mes romans, j'ai aimé, si vous voulez, d'abord sortir de l'ombre, souvent, des personnages, des lieux, ou une époque qui a été un peu effacée, voire rayée, comme celui qui précède la messagère du Nouveau Monde, qui est Descendre sur nos cœurs. Alors, Descendre sur nos cœurs, il est là également, aussi. Et en fait, j'aurais pu en écrire qu'un volume. J'ai écrit un 2e volume qui n'est pas vraiment la suite, c'est une suite totalement indépendante de... Voilà. Alors, je ne sais pas parce que figurez-vous, on a tous vos livres et ils sont sortis. Voilà. Attendez. Voilà. Super, merci. Merci à vous. Merci. Alors, je veux dire, j'avais fait déjà le 17e, 18, 19e, 20e, et puis donc Christian Defebvre me parle de cette histoire, mais d'abord, il me dit, tu sais, il y a quelque chose qui a été vraiment effacé de notre histoire, c'est tout ce qui s'est passé en Flandre, on en parlait tout à l'heure avec la guide, en Flandre, à l'époque des guerres de religion et à l'époque où on commençait, même ça se passe ici 10 ans avant la Saint-Barthélemy. Donc, et c'est pas connu, pourquoi? Parce que ça a été rayé de la carte par la contre-réforme catholique, mais avant, également par le fait qu'on ne faisait pas partie de la France. Donc, on faisait partie donc, des Pays-Bas espagnols, mais bon, quelque chose qui se passe là-bas tout au nord, là-bas, bon. Donc c'est sur aucun livre d'histoire français. Voilà. Et il m'a dit, mais tu sais, oui, la Flandre était devenue protestante, enfin calviniste, même pendant un an, et s'il n'y avait pas eu les troupes de Philippe II, c'est-à-dire avec le duc d'Albe, qui était absolument épouvantable et qui
qui a massacré, qui est venu et qui a massacré, avant que beaucoup de nordistes puissent partir, s'enfuir vers la Hollande et vers la Hollande, le Palatinat, et puis ensuite vers l'Amérique. Mais, et donc là, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Lou et qui va essayer de sauver une partie de sa famille qui risque d'être massacrée par les troupes de Philippe II. Et donc, lui est resté catholique, mais il est très tenté aussi par les prêches calvinistes et il est un peu tiraillé, comme d'ailleurs deux autres personnages que j'ai dans le livre, qui sont Bruegel, qui, lui, quand on lit vraiment et quand on regarde vraiment ses tableaux, c'est d'un enseignement extraordinaire, parce qu'il met toujours des touches où on voit qu'il est opposé au gouvernement. Et puis, un autre qui est l'imprimeur, qui est à Anvers, à l'époque, et qui est... j'ai un trou plantain. Comment? Voilà. Et cet imprimeur qui, lui, imprimait à Anvers, mais en même temps, il imprimait également des livres interdits. Il y avait Beaucoup de livres livres interdits français qui dans ces pays, parce voilà, que, absolument. Absolument pas la possibilité de le faire en France. Totalement. Donc voilà, ça c'est donc... voilà. Et puis, je me suis souvenue de ce que Christian m'avait raconté, c'est-à-dire qu'il y avait nos premiers francophones, c'est-à-dire wallons, parce qu'en fait, les wallons, ça ne vient pas de la Wallonie. La Wallonie est venue après, mais belge. Mais les wallons, c'est ceux de Flandre. C'était des Flamands qui parlaient français, les wallons. Mais une grande Flandre espagnole de l'époque. Et donc, ce livre-là se passe donc, ce roman, La messagère du Nouveau Monde, que vous pouvez lire sans avoir lu. Voilà, évidemment, si vous voulez connaître la jeunesse de Lou, je vous conseille. Et sinon, donc, La messagère du Nouveau Monde, qui commence en 1624, c'est-à-dire à peu près 40 ans plus tard, où on a encore le Lou, mais qui est grand-père, et qui est un vieil homme, mais formidable, comme il l'est d'ailleurs déjà dans le précédent roman. Et on va s'attacher à ses enfants et petits-enfants. Et ces enfants, notamment l'un, va partir avec sa famille, avec le premier convoi qui a été voulu par un homme que vous connaissez sans doute, qui est Gessé de Forêt, qui était originaire d'Avesnes-sur-Helpe. Et donc, Gessé veut les emmener. Alors, pour voyager, pour traverser, il fallait quand même de l'argent, parce que c'était pas fait gratuitement. Hein. Donc, et il n'y avait eu jusqu'à présent que les Jamestown, qui était une première colonie britannique, et ensuite les Pilgrim Fathers, comme on a dit, c'est-à-dire les pères pèlerins, qui ont traversé 2 ans avant eux, en 1622, sur le Mayflower. Mais, d'abord, une petite chose, c'est que on dit Pilgrim Fathers, d'accord, les pères pèlerins. Il y avait autant de femmes et d'enfants que d'hommes. Voilà. Bon, et puis, ils ont passé 11 ans avec les réfugiés du Nord. Là, je vais dire aujourd'hui le nord de la France, hein, mais ces réfugiés du Nord qui étaient très, très, très nombreux à Leiden hein, en Hollande, qui est une petite ville remarquable, hein, je vous la conseille. Et puis, ils ont passé 11 ans ensemble, parce que c'est les gens de Leiden qui les ont accueillis mieux qu'à Amsterdam. Ils étaient une centaine. Et donc, ils avaient été répudiés de l'Angleterre. Et donc, ils arrivent à Amsterdam, ils sont mal accueillis, ils décident de partir sur Leiden. Et qui les accueille le mieux? Eh bien, c'est déjà nos Wallons, qui étaient des réfugiés. Et ces réfugiés ont bien accueilli ces nouveaux réfugiés, même s'ils ne parlaient pas du tout la même langue. Si bien qu'il y a eu même des mariages entre les Pilgrim Fathers et des gens originaires de notre région.
Et puis, alors, ils sont partis parce que certains voulaient vraiment quand même créer leur communauté, les Fathers, mais sur les 100, il n'y en a même pas 50 qui sont partis, et sur les 50, ils sont restés 20 quand ils sont arrivés, et puis, parce qu'ils ont été pris par des fièvres, parce que ça s'est très mal passé avec des Anglais qui étaient sur le même bateau, parce que le Mayflower, ce n'était pas seulement les Pilgrim Fathers, il y avait d'autres Anglais, mais qui étaient plutôt des recherchés, hein, c'était plutôt des délinquants, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, ça s'est très mal passé, et donc là, ils arrivent une vingtaine, ils subissent les fièvres, un hiver épouvantable, effroyable, et donc il ne reste plus qu'une petite dizaine qui vont réussir à aller vers, aujourd'hui on dit Cape Cod, et puis en fait près de Boston. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas les Américains de dire qu'ils sont tous descendants des Pilgrim Fathers. Voilà. Et mais, en tous les cas, il y a G.C. de Forêt qui essaie lui aussi, il dit, nous on devrait aussi créer notre communauté wallonne, et puis même flamande, enfin de notre Flandre espagnole, là-bas en Amérique. Et donc, la compagnie de Virginie refuse à condition qu'ils se séparent, à condition qu'ils ne créent pas de communauté. Or, G.C. de Forêt dit quoi? Nous, se disperser, jamais, puisqu'on veut créer une communauté. Et donc, ils vont finir par avoir l'accord de la compagnie occidentale des Indes qui était créée à Amsterdam. Et donc, ils vont partir avec un bateau hollandais. Et donc là aussi, très vite, ils ne sont que des Wallons et Flamands, mais c'est vrai, des gens originaires de chez nous. Et très vite, donc, ils vont accoster à l'île des Manates, qui deviendra Manhattan, l'île des Manates, et le premier gouverneur qui arrive l'année d'après, qui est donc Pierre Minuit. Pierre Minuit, on a dit que c'était un Hollandais. Sur les murs à New York, ils mettent Peter Minuit, Hollandais. Et en fait, ben non, il n'était pas du tout Hollandais, c'était un Wallon dont les parents étaient originaires de Tournai, donc dans le même pays. Et donc là, il va s'installer, il va être très aimé, Pierre Minuit. Il va d'ailleurs jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort qui est accidentelle, il va signer Pierre Minuit et non pas Peter Minuit ou voilà, toutes les... Et donc, il va être formidable, il va aimer qui? Ben, les autochtones. On ne disait pas les autochtones, on disait les natifs, les Indiens, et donc, il va considérer que c'est une véritable civilisation. Et ça ne va pas plaire du tout à la compagnie occidentale. Non, c'est nous qui allons créer la civilisation et eux, il faut les chasser. Alors, Pierre Minuit avait acheté Manhattan, enfin l'île des Manates, aux Manates, qui étaient des Indiens, pour presque le prix d'un chapeau de castor, c'est-à-dire pas cher du tout, et en babiole, enfin en babiole pour nous. Mais c'était... Et donc, là, déjà en Hollande, on va dire, bah, c'est bien, tu les as eus, voilà, etc. Et puis, mais non, parce que pour les Indiens, ces Manates, ils ont signé les papiers en grande pompe, venus vraiment avec tout leur costume d'apparat, et ils étaient très heureux parce qu'ils ont fait un acte, voilà, mais pour eux, c'était pas un acte de vente, pas du tout, parce que, et c'est là, de là qu'est parti, que sont parties toutes les incompréhensions entre nos colons et les Indiens, donc surtout après les colons hollandais et encore plus anglais, et les Indiens, c'est que pour eux, la terre n'appartient pas aux hommes, c'est nous qui appartenons à la terre. Donc, ils n'ont pas eu l'impression de vendre. Ils ont simplement cédé cette terre et ils ont permis aux colons de venir y habiter. Mais ils pensaient qu'ils pouvaient encore chasser, pêcher, enfin, etc. Ça a été possible du temps de Pierre Minuit et après complètement interdit et ils ont été un peu massacrés avec le nouveau gouverneur que va leur envoyer la compagnie qui sera Willem Kieft
Et je ne sais pas si on dit kiff ou keft, hein, j'ai jamais compris dessus. Et puis, ça va être terrible. Et ensuite, il y aura un autre personnage que vous connaissez certainement, qui est Peter Stuyvesant, qui lui, donc 40 ans après la Nouvelle Amsterdam et puis New Amsterdam, va laisser en 1664, donc juste 40 ans après, il va laisser cette terre aux Anglais et puis il ne voudra pas se battre. Et donc, voilà comment, en fait, la Nouvelle Amsterdam devient New York. Mais les premiers, au départ, c'était des gens de chez nous. Et d'ailleurs, bon, ça je vous raconte un peu la grande histoire, hein, mais je vous dirai après comment j'ai placé les personnages fictifs dedans. Mais, et puis, il y a une partie de ceux qui étaient en Hollande, ou encore dans le Nord, qui sont partis, eux, non pas vers la Hollande, mais plutôt vers le Palatinat allemand, à Mannheim notamment, et qui après de Mannheim sont venus également à New Amsterdam, c'était pas encore New York, et ils sont venus pourquoi? Parce qu'il y avait Louis XIV qui voulait vraiment détruire tout le Palatinat. Donc ils sont venus, eux ils se sont dit non, on vient déjà d'une région qui est quasiment en ruine, le Palatinat, on ne va pas nous rester en ville, on va essayer d'aller plus haut, vers le nord. Et là, bon, il s'est passé d'autres choses que je ne vous raconte pas, parce que sinon vous saurez tout. Mais, et on va monter. Et l'histoire de ce livre commence à New Paltz. New Paltz, c'est une ville aujourd'hui qui est très grande, qui a une université et qui est en fait à 180 km de New York au nord, toujours dans l'état de New York. Et si vous y allez à New Paltz, vous avez la Huguenot Street, et la Huguenot Street, eh bien vous avez les rues des Dubois, des Hasbrook, vous avez vraiment des rues de gens qui portent les noms de chez nous, et dans le petit cimetière, eh bien vous avez tous ces gens-là, et c'est vraiment, c'est incroyable, ça donne le frisson tellement, on se dit, mais quelque part, on est chez nous. Et pendant 10 ans, jusqu'il y a 10 ans à peu près, ils ont cru que c'était des Allemands, puisqu'ils venaient, ils étaient partis du Palatinat, New York et tout. Et c'est d'ailleurs une délégation dans laquelle Christian, mon ami Defebvre, faisait partie, une petite délégation, qui leur a fait comprendre que non, c'était des gens qui étaient en fait des Flamands et des Wallons de notre région. Donc aujourd'hui, ils mettent que c'est simplement Huguenot, c'est bien, ça, voilà, ça simplifie tout. En fait, il y a eu au moins 2 phases d'émigration comme oui, ça. Oui, 2 phases, voilà. Et c'est vrai que, du coup, voilà, la grande histoire, on repère au milieu des personnages fictifs des figures ayant vraiment existé, et puis des cadres, enfin moi ça m'a vraiment frappé de voir comment Chalet accompagné les uns n'était pas très... Voilà. Mais on voit comment elle exploite justement ces immigrés, en les faisant travailler, en faisant miroiter une nouvelle vie, leur donnant du travail comme si c'était un cadeau, et en fait ils les exploitent. Ils les exploitent totalement. Voilà, pendant 6 ans, ils leur doivent obéissance. C'est pas des esclaves, mais en fait c'est pas loin. C'est pas loin, parce que finalement ils ont à peine de quoi vivre, ils sont un peu enchaînés. Et effectivement, cette façon de leur dire vous vous installez, on vous dit de vous installer, vous n'êtes plus ensemble, etc. Enfin, c'est vraiment du déplacement de population. Et au milieu de ça, donc, il y a les personnages de votre famille, donc les descendants de loups, et avec une figure féminine en plus. Une figure féminine qui est importante parce que autant là c'est un personnage masculin, loup, et là c'est vraiment sa petite fille, Angela, qui, elle a été élevée en Hollande et sa famille est quand même assez bourgeoise et donc son père a décidé de la marier. Alors, il a décidé de la marier avec quelqu'un, non pas un noble, il s'en fichait, mais avec quelqu'un de très riche. Et elle n'a pas du tout envie. Et Angela, qui était assez libre quand elle était jeune, décide de rejoindre son oncle et sa tante et elle va faire la traversée. Je ne vous dis pas dans quelles conditions, il va se passer beaucoup de choses. On a même la Tulimania
aussi, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est la tulimania? Non? Eh bien, à cette époque-là, en Hollande, il y a eu une explosion autour de la tulipe. C'est-à-dire que c'est encore quelqu'un, je vais dire de chez nous, qui a amené la tulipe en Hollande. Et donc, c'était Charles de l'Écluse. Charles de l'Écluse avait rencontré un autre Français qui habitait près de Lille, qui était, j'oublie les noms, voilà, totalement. Excusez-moi, je suis un peu dans le Moyen-Âge en ce moment, voilà. Et il l'avait rencontré, ces fleurs venaient de Turquie. Et ces fleurs étaient des fleurs sacrées. Et donc, elles venaient de l'Himalaya, mais les sultans de l'époque ne les donnaient pas à n'importe qui, les oignons. Et donc, il les donne à quelqu'un qui était venu, qui était de Bousbecq, François de Bousbecq, je ne sais plus son prénom, je pense que c'est François de Bousbecq, voilà, qui était donc près de Lille. Il les donne parce que lui avait été assez formidable en ce qui concerne la diplomatie. Il les donne, et puis Bousbecq rencontre Charles de l'Écluse, là c'était en Autriche, et il lui donne des oignons de tulipe. Ces oignons de tulipe plaisent beaucoup à Paris, mais Charles de l'Écluse a été, comme c'était un très très grand jardinier botaniste, et donc il est demandé en Hollande, et notamment à Leiden, qui avait eu la première université et qui décide de faire un grand jardin botanique. Alors, Charles de l'Écluse était déjà plus âgé, il dit ben non, moi je suis trop âgé, mais enfin bon, je veux bien venir quand même, je donnerai peut-être pas de cours, mais je viens, et il introduit les tulipes en Hollande. Voilà pourquoi les tulipes sont normalement, enfin, disent hollandaises, mais qu'elles viennent de chez nous. Et donc, enfin, en tous les cas, elles ont été introduites par des gens, puisque Charles de l'Écluse est en fait cousin de certains qui ont eu des problèmes, et donc originaires près d'Armentières. Voilà. Voilà, donc il y a eu notamment une année, et c'est l'année où d'ailleurs mon Angela va partir, il y a eu une explosion du prix des tulipes. Mais à tel point que les tulipes, comme c'est la Saint-Père, je ne sais plus quoi, est vendue aussi cher, un oignon, elle est vendue aussi cher qu'une maison. Et c'est fou. Et les gens ont commencé à s'endetter pour acheter ces oignons de tulipes. Mais à tel point que même, à tel point que on a même fait des transactions dans les cabarets et tout ça, et ils vendaient des images de tulipes, des dessins de tulipes. C'est-à-dire, comme un catalogue, voilà, un catalogue. Ils vendaient des dessins. Mais on n'était pas sûr du tout que les oignons allaient donner des belles tulipes, et voilà. Et tout était venu du fait qu'il y avait eu un virus sur les tulipes, et que, en fait, on avait eu des tulipes qui étaient, voilà, avec différentes couleurs dessus, et c'était très beau, et ça a été mais, la folie. Certains se sont enrichis très très vite, et puis alors évidemment, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La bulle spéculative. Ça descend. Et là, en un hiver, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des dettes colossales. Et les dettes, il fallait soit ils étaient expulsés, soit il fallait vite partir, ou ils restaient en prison. Donc voilà. Donc il y a eu des choses qui... Voilà, donc ça, vous l'avez aussi dans le roman, parce que un cousin de mon héroïne va le vivre. Et donc voilà, et donc Angela va faire la traversée. Elle espère conquérir sa liberté, puisqu'elle n'a pas voulu être mariée contre son gré. Et elle se dit, là-bas, c'est formidable parce que tout est à faire. Si tout est à faire, je pourrais peut-être enseigner parce que son grand-père lui a appris énormément de choses. Je pourrais être libre, je pourrais, etc.
Là, je vous laisse deviner tout ce qui va... Voilà. Je ne vous en dis pas plus là-dessus. En tous les cas, elle va rencontrer des esclaves noirs, parce que c'est les premiers bateaux négriers. Elle va rencontrer aussi des Indiens, et voilà. Très bien. Et alors, pour ce que vous nous avez dit tout à l'heure, justement, des noms de rues, etc., donc vous êtes allé, est-ce que vous pouvez me parler, comment vous faites vos recherches pour écrire ce type de roman? Il y a vos échanges avec un historien. Oui. Et après, est-ce que vous allez faire des recherches de documents? Vous êtes allé là-bas, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que aussi, comment ranger tout ça et comment vous viennent les idées pour placer un petit peu vos décors aux personnages? Là, j'ai vraiment, dans ce roman-là, comme dans l'autre, j'ai placé vraiment mes personnages dans grande histoire et une histoire très importante. Parfois, j'ai des personnages qui prennent le pas sur la grande histoire, mais là, en l'occurrence, je les ai placés vraiment dans la grande histoire. Donc, je suis partie d'abord de cette grande histoire. Et puis, j'ai regardé, je fais d'abord, que ce soit à la BNF, que ce soit dans d'autres bibliothèques, tout ça, et je suis un peu un rat de bibliothèque, et en même temps, je demande à des historiens. Là, je suis allée aussi consulter donc, des sites new-yorkais, aussi, parce que y a parfois des historiens qui se contredisent aussi. Donc, moi, je suis obligée de prendre plusieurs sources différentes pour arriver à me dire, bah non, c'est bien là, et ça ne peut pas être là. Voilà, il y avait des changements de date, il y a souvent parfois des changements de date, qui sont parfois des erreurs à un an près. Et donc, moi, je fais très attention. Je fais très attention à tout ça. Et donc, ma grande documentation. Bonjour madame. Bonjour madame. Ma grande documentation, si vous voulez, je resserre petit à petit. Parce que je me dis, bon, c'est ce fait-là qui m'intéresse, ce fait-là, etc. Et ça découle de ça. Et donc, je suis sur la documentation. Et là, je place mes personnages. Je vais donc dans les pays. J'ai passé un moment à Leiden aussi, en Hollande. Et ensuite, une fois que j'ai toute ma documentation, que j'ai fait des fiches par personnage aussi, avec les dates, et pas seulement, là j'agis un peu comme la comédienne que j'étais, c'est-à-dire un personnage, pas seulement ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il a fait, ce qu'il fait actuellement et ce qu'il va faire. Avant de rentrer en scène, c'est il faut qu'on sache, le personnage, ce qu'il a été avant, ce qu'il vient faire en action et après ce qu'il va devenir. Et donc, et puis aussi, je suis obligée de m'attacher non pas seulement aux faits historiques, mais également à tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'architecture, c'est-à-dire la façon de manger, de se nourrir, la façon de se vêtir, l'importance de l'église, aussi, même la façon d'aimer également dans les couples, dans la vie normale. Et donc, c'est un peu un travail, je vais dire, d'anthropologiste, en gros, puisque je suis obligée de voir tous ces aspects-là, pour pouvoir vraiment pénétrer moi-même dans l'histoire et voir petit à petit se dessiner les personnages. Voilà, quand j'avais traité Philippe Lebon, ben voilà, moi je le vois entre vous deux, là, et je le vois comment il est. Voilà, exactement, voilà, encore. Et puis, quand je vais dans les pays, c'est très amusant parce que, au départ, je ne suis pas souvent allée seule. Parce que très vite, j'ai eu des gens de ma famille ou amis qui m'ont dit « on t'accompagne hein, pour des repérages ». Voilà. J'avais fait deux romans qui se passaient en Russie et en Ukraine. Et donc, là, à l'époque où c'était encore possible d'y aller, donc je suis allée 5 fois à Saint-Pétersbourg et puis 2 fois pour des repérages. Et là, j'avais ma sœur qui me disait « excusez-moi, excusez-moi, c'est mon mari ».
croyais que j'avais coupé. Excusez-moi, je pensais vraiment... Eh ben voilà, ça y est. Là, je vais couper la chic. Et puis, j'ai des musiques pour certains que je connais. Et donc, ma soeur m'avait dit, oui, mais moi je vais te servir de photographe. Et puis ma fille qui était entre deux boulots me dit, moi je vais te servir de secrétaire, je note vite, etc. Voilà. Et donc voilà, et donc je les ai amenés, parfois sous moins 30 degrés, je les ai fait marcher, courir et tout. Ils ont dit, ben, oula, c'est pas si facile. Bon, quand je suis allée pour Nocturne pour Stanislas à Cracovie, là j'ai mon mari qui est venu avec moi, il a lu, et puis du coup j'ai un couple d'amis qui, oh, on ne connaît pas Cracovie, on connaît un vélo, d'accord. Je dis oui, mais moi je veux voir certains lieux, voilà. Et puis pour celui-ci, je suis allée seule et puis parfois avec une amie, parce qu'il se passe beaucoup à Bruxelles, Anvers, Gand, c'est plus facile. Et tandis que celui-ci, par exemple pour Leiden, en Hollande, là j'ai une de mes filles aussi qui m'a dit oui, ben écoute, moi je t'accompagne. Et puis du coup son mari et leur petite fille a dit oui, mais nous aussi on vient. Donc on est parti à l'été, 15 jours à Leiden, et puis voilà. Et donc ils étaient très contents parce qu'ils ont vu des choses que forcément ils n'auraient pas eu envie de découvrir. Et puis en même temps c'est très amusant, enfin, c'est super quand on peut... Voilà. Et là donc effectivement le socle de votre histoire est venu d'un historien. Est-ce que ça arrive parfois que ce soit des rencontres avec des lecteurs qui vous disent ah, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire, ou qui lisent peut-être, ou qui vous donnent même des idées de personnages, mais peut-être involontairement d'ailleurs. Vous savez, non? Pas du tout? Non, je me posais la question. Parce que effectivement, par exemple, bon, il y a un cas très important, c'est quand j'ai fait un ballet dans les dunes, qui est ressorti d'ailleurs cet été. Un ballet dans les dunes. La version à écouter, si vous voulez. Ah oui, celui-là, c'est un ballet dans les dunes. C'est un ballet dans les dunes. Ah oui, d'accord. Et donc, un ballet dans les dunes, je ne pensais pas écrire forcément, mais j'étais au Salon du Touquet pour d'autres livres. Et puis j'ai un lecteur qui passe devant moi et qui me dit « Ah, vous n'avez rien écrit sur le Royal Picardie ?» Je lui ai dit « Oui, c'est quoi le Royal Picardie? Excusez-moi. » Ah ben ça a été le plus bel hôtel du monde. Enfin, l'air de dire franchement, vous ne connaissez pas, c'est une honte. C'est une honte. Oui, ben non, je ne connaissais pas. Et puis là, comme j'étais sur d'autres romans, je ne l'ai pas fait tout de suite. L'année d'après, il revient me voir, toujours au Salon du Touquet, il me dit « Vous n'avez toujours rien écrit sur le Royal Picardie. » Je lui dis « Non, vous savez, en un an, je suis sur autre chose. » Bon, ça ne fait rien. Et il me met devant un DVD, il me dit « Regardez ça. » Et puis il part. Et puis, je rentre, je regarde le DVD, le soir même, je l'appelle, parce que c'était un DVD de la BBC, et qui, remarquable, et vous pouvez certainement le retrouver sur Internet, et qui montre le Touquet Paris-Plage des années 20 et 30, avec également le Royal Picardie, où il fallait être vu, vraiment. Voilà. Et ça, c'est... Et donc, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne vais pas le faire d'une façon, j'aime pas simplement illustrer, si vous voulez, mais je vais le faire au travers d'une petite jeune fille qui n'a pas accès à ce monde des people et qui est fille de pêcheurs, d'étaples, qui n'a vraiment pas grand-chose pour elle. Elle a même des grandes dents, des machins, elle est pas... Et malgré tout, elle a une telle ambition, vous savez, c'est un peu comme... Moi, ça m'a fait penser aux petites jeunes filles qui ont plein d'étoiles dans les yeux et qui voulaient, c'était l'époque de la Star Academy, de tout, du loft, tout, je sais plus quoi. Et puis, qui veut absolument pénétrer dans son monde. Et on va voir, au travers du livre, comment elle va y arriver. Je dis comment, parce qu'elle va y arriver. Voilà. Mais, en même temps, il s'est passé autre chose d'incroyable pour ce roman. C'est que, je dis d'incroyable, mais il y a parfois des espèces de signes qui se font. Et je vais aux archives à Amiens, où là, on m'avait dit qu'il y avait aussi
les livres du Touquet, c'est-à-dire le journal du Touquet des années 30. Et moi, je voulais voir qui était reçu au Touquet Paris-Plage, les invités du Touquet Paris-Plage pendant ces années-là, c'est-à-dire il y avait 3 grands hôtels, il y avait le Grand Hôtel qui n'existe plus, qui était sur la digue, il y avait le Westminster, que vous connaissez peut-être, qui est toujours là, et puis le Royal Picardie, parce que le Royal Picardie a été construit en un hiver, parce que les gens, ils ne pouvaient plus accueillir de gens. Il n'y avait plus assez de place dans ces grands hôtels-là. Donc il voulait absolument, absolument qu'il y ait du monde. Et je regarde, donc évidemment il y avait toujours les Anglais qui, eux, avaient dit que c'était the most beautiful hotel in the world, donc le plus bel hôtel du monde. Et quand on était à la Chambre des Lords, ils disaient où allez-vous cet été? Au Royal Picardie, Picardie. Et donc c'était le plus grand et le plus bel hôtel du monde, et certes, et je ne vous le cache pas, ça l'était, parce que le nombre de salons, il y en avait 150, il y avait 500 chambres, avec des chambres qui avaient des suites de 30 chambres, et des appartements de 30 chambres. Il y avait énormément des chambres qui avaient des petites piscines privatives. Il y avait bien sûr toute aussi plusieurs restaurants. Enfin bon, c'était incroyable, insensé. Il a eu un sacré destin. Et vous n'auriez peut-être jamais pensé à écrire sur cet hôtel sans la persévérance de ce monsieur qui vous a poursuivi pour... Mais attendez, j'ai pas fini. Je vois les gens qui sont invités, donc je vois le prince de Galles, je vois le comte d'Athènes, je vois des gens de la Comédie Française, je vois Serge Giffard, je vois Ravel, je vois voilà, tout ça, tout ce beau monde. Annie de Grotte. J'ai encore des frissons. J'ai encore des frissons, je vous jure. Je vous le jure. La prochaine fois que je fais une conférence, je l'amène. La photocopie. Et donc, je dis non mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai recherché dans ma généalogie et pas d'Annie de Grotte début du siècle, parce que en 1930, si elle était attendue, elle n'avait pas 10 ans, elle n'avait pas 20 ans, elle devait certainement avoir dans les peut-être, moi je dis 30 ans, 40 maximum, bon. Alors, j'ai pas trouvé, Annie n'était pas un prénom courant au début du siècle, et donc, par contre, aux États-Unis, oui, il y avait déjà les petites Annie. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être des de Grotte qui avaient immigré au 19e siècle en Amérique, parce qu'il y a pas mal de Grotte en Amérique. Je ne l'ai pas encore retrouvée, mais quand j'aurai un petit peu le temps, je vais la retrouver. Voilà, j'espère. Voilà. Et donc, vous voyez, il se passe des choses étranges. Pour Nocturne pour Stanislas. Nocturne pour Stanislas, c'est également un lecteur, c'est en fait un chauffeur qui nous a amené aussi au Touquet. Là, vous avez les yeux qui pétillent. Elle les a Voilà, aussi. Voilà, elle a Nocturne pour Stanislas. Après, vous pouvez retrouver tous ces livres à la vente. Hein, donc, voilà. Et Nocturne pour Stanislas, voilà, je ne pensais pas écrire du tout ce roman. Et c'est donc quelqu'un qui me dit, mais alors, quand est-ce que vous allez écrire sur nous? Sur nous? Je dis, excusez-moi, mais qui est-ce? Ben nous, les enfants des Polonais. Il m'a dit ça comme ça. Nous, les enfants des Polonais. Et donc, j'ai dit, ben écoutez, oui, peut-être, mais j'étais loin de là. Et j'ai gardé ça dans ma tête. Nous, les enfants des Polonais. Et je l'ai gardé dans ma tête. Et quelques années après, je me suis dit, mais je vais le faire. Mais j'ai aucune, je veux dire, ascendance polonaise. Donc, je ne me voyais pas me mettre à la place des Polonais. Mais par contre, je me suis mis un peu à la place d'une jeune fille qui est d'origine polonaise, dont la grand-mère est polonaise. Elle croit tout connaître de la Pologne parce qu'elle connaît le folklore, c'est-à-dire sa grand-mère, la cuisine, les traditions, les chants, les danses, tout ça. Et puis, elle s'aperçoit peu à peu qu'il y a un silence qui est fait autour de son grand-père. C'est pas normal. Et la grand-mère dit seulement, c'était un grand homme. Mais impossible d'en savoir davantage. Ni par sa mère, ni par sa grand-mère, pas du tout. Et donc, il va y avoir une coïncidence qui n'en est pas une,
ça vous le saurez là-dedans, qui va faire qu'elle va se lancer sur les traces de Stanislas, de son grand-père. Et surtout, si vous voulez l'acheter, ne commencez pas à feuilleter les dernières pages. Parce que, si vous l'avez lu, il y a le secret vraiment qui est dévoilé. Les secrets sont vraiment dévoilés à la fin du roman. Voilà. Et ça m'a permis, si vous voulez, de me dire comme elle, mais qu'est-ce qu'on connaît en fait, vraiment, de la Pologne? Oui, on connaît le folklore. Moi, j'avais des amis en classe qui s'appelaient les Anski, et j'ai jamais fait attention, en fait, bon, et on s'est toujours dit, mais ils ont été, ça s'est passé comme ça, formidablement bien. Eh ben non, non, il y a eu des choses terribles, dont je raconte notamment comment ils ont été, certains coups, après la crise 1932, qui ont fait qu'ils ont été renvoyés en 48 heures chez eux, en laissant tout sur place, c'est-à-dire la maison, le jardin, les voisins, tout ce qu'ils avaient construit et fait chez eux, là, et ils ont dû prendre une petite valise et partir dans des wagons. Ça rappelle autre chose, oui. Mais là, les wagons allaient vraiment à Varsovie, mais à Varsovie, ils n'étaient pas bien accueillis non plus, parce qu'ils étaient partis. Et donc voilà, et donc ça me permet, si vous voulez, de raconter aussi un peu tout ce qui s'est passé aussi pour eux. Et donc c'est pour ça que j'ai des chapitres à Cracovie. Voilà. Et donc voilà, là c'est deux exemples, mais j'ai... Non, les autres après, c'est... L'oublié de Salperwick, si, c'est un journaliste aussi, Michel Marc, de La Voix du Nord, qui m'avait dit, oh Annie, regardez ce livre. Pardon? Ah, ben voilà. J'ai pas demandé. Il a fait autre, mais c'est pas grave. Voilà. L'oublié de Salperwick. Et il m'avait passé un livre sur les femmes du 19e siècle. Et là, ce qui se passe, parce que vous allez voir, il y a une préface, si vous prenez, une préface de Jeanne Bourrin. Et donc j'avais eu un prix pour le Cœur en Flandre, qui était un autre livre, bien sûr, et Jeanne était dans les membres du jury. Et donc, elle me dit, Annie, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je dis, ben, je vais faire un roman qui se passe au 19e siècle. Oh, quelle horreur! Quelle horreur pour les femmes! Mais c'est épouvantable. Le code civil, Napoléon, les corsets, elle n'avait le droit de rien, c'est vrai, hein? C'est vrai. Et elle me dit, non, il faut écrire sur le 12e et 13e. Elles sont plein de droits, formidables. Je dis, bon, mais ça, je vous le laisse, hein, Jeanne, parce que vraiment, vous êtes spécialiste. Elle avait écrit La Chambre des Dames, elle avait eu beaucoup de succès avec ses romans médiévaux, qui lui avaient d'ailleurs procuré beaucoup d'ennuis auprès de ses camarades médiévistes qui l'avaient maltraitée parce que elle allait faire du roman. Or, ces romans sont absolument... tout ce qui est historique est vrai, vérifié et formidable. Et donc, elle me dit, envoyez-moi quand même le manuscrit, ça m'intéresse. Et puis, je lui ai envoyé le manuscrit, et puis, elle m'a renvoyé une préface. Voilà. Donc, Jeanne, je la porte dans mon cœur, et pour mon prochain roman, je lui rends hommage. Alors, justement, on pourrait dire... Alors, vous voulez savoir ce que c'est? Non? Oui, parce que oui, effectivement. Oui. Eh bien, voilà, ça se passe là en 1848, en 1848, et c'est une jeune fille à qui on a menti sur ses origines. Elle va aller à la recherche de sa véritable famille, lilloise, et elle va aller de surprise en surprise. Il y a beaucoup de suspense aussi, un peu comme dans Nocturne, et il y a beaucoup de suspense, et on ne sait vraiment ce qui s'est passé aussi que petit à petit, et vers la fin, voilà. On ne dit pas la fin non plus. Voilà. Mais là, il y a ce qui m'avait intéressé, c'est que moi j'avais visité les marais de Saint-Omer, et puis je m'étais dit, je vais bien au 19e siècle, parce que pour placer mes personnages là, elle a été élevée dans les marais,
Et puis, elle va arriver dans la grande ville de Lille, qui est en pleine effervescence, avec le chemin de fer, avec tout ça, enfin voilà. Donc oui, nous, on pourrait saisir l'occasion de dire, et nous alors il y a quand même, vous avez déjà parlé de l'ancienne. Oui, j'ai lu les silences du maître Crapier, parce que je voulais absolument voir ce que vous placez. Alors, la grande partie du roman se passe à Lille, mais il y a quand même des incursions régulières, puisqu'il y a une histoire d'amour avec une dentelière valencienne. Mais tout de même, j'avoue, alors il y a des passages par Venise aussi, mais quand même, un roman ancré vraiment sur le valenciennois, peut-être? Alors, pas seulement ancré sur le valenciennois, mais sur le Hainaut, pas mal. La Flandre et le Hainaut, parce qu'en fait, je suis en train de travailler là-dessus. Ce sera mon prochain roman. Ne l'attendez pas tout de suite, mais il sortira début 2026. Et là, je reviens donc dans les deux grandes régions de Flandre et du Hainaut, et notamment à Valenciennes, puisque je vais faire une biographie romancée des comtesses de Flandre et du Hainaut, Jeanne de Flandre et Marguerite de Flandre. Parce qu'on on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses d'elles. Mais quand moi j'avais fait un petit roman qui a été une commande du département du Nord, la petite Breguel, j'avais la jeune éditrice qui me dit « Oh, c'est super parce que je l'avais fait pour le musée de Flandre à Cassel. » Et elle me dit « Oh, tu devrais faire quelque chose sur l'hospice comtesse, j'adore l'hospice comtesse à Lille. » Et puis, je lui dis « Bon, peut-être un jour, mais bon. » Et puis, en fait, du coup, je vais revoir l'hospice comtesse. Et puis l'hospice comtesse, je me dis, bon, on sait que c'est Jeanne de Flandre qui a créé l'hospice comtesse, et il y a l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille, on sait qu'il y a eu 2 marquettes, et puis également à Seclin, tout ça, il y a eu des abbayes qu'elles ont fondées, mais qu'est-ce qu'on sait d'elles? Et là, je me suis vraiment beaucoup intéressée à leur vie, qui est à la fois très dure, très romanesque, j'allais dire presque très rocambolesque, incroyable, et vraiment je pense qu'elle... Voilà, donc je me suis... voilà. Donc, mais je ne vais pas faire simplement, comme je disais tout à l'heure, une illustration de leur vie, parce que leur vie, ça a été fait, mais moi je veux me placer, et c'est là que se trouve peut-être surtout la difficulté, je veux me placer du côté d'elles, c'est-à-dire de ces 2 comtesses. Qu'est-ce qui a pu les motiver? Qu'est-ce qui a pu les enflammer? Qu'est-ce qui a pu faire que parfois elles étaient en fureur contre quelque chose? Et ça, voilà, ce sont 2 femmes du XIIIe siècle, et 2 comtesses qui étaient des véritables guerrières aussi, mais en même temps des femmes, et dans toute leur splendeur. Voilà. Et donc c'est pour ça que... Et ça veut dire que cette fois-ci, ça ne sera pas forcément des personnages imaginaires que vous allez faire vivre, vous allez devoir, et ça c'est très difficile, parce que vous allez aussi devoir vous projeter un petit peu au-delà des sources assez factuelles, assez froides que vous allez trouver, qui ne donnent pas forcément le caractère de ces femmes, ou leurs ambitions personnelles. Mais je l'ai fait déjà, mais pas forcément pour... Je parlais de Philippe Le Bon tout à l'heure, dans d'Infinies promesses, ça se passe en Flandre et en Bourgogne au moment de la Toison d'Or, et j'ai le personnage de Philippe Le Bon. Et j'avais lu plusieurs romans, vous ne l'avez pas là? Ah si, vous l'avez! D'Infinies promesses, voilà. Et donc, ça se place au moment où Philippe Le Bon, qu'on a dit Le Bon après sa mort, hein, donc moi je ne l'appelle pas Philippe Le Bon dans le roman. Et eh bien, il adorait Lille d'abord, c'est là qu'il a... Et puis il a créé donc la Toison d'Or. Et je me suis beaucoup... en fait, j'ai beaucoup travaillé ce personnage parce qu'il intervient dans le roman. Et c'est pareil avec tous les personnages, même s'ils n'ont pas une énorme importance. Par exemple, quand j'avais fait les Racines du Temps, qui est avant celui-là, j'avais Yolande, la dame de Cassel.
Et là, on était au XIVe siècle, au moment de la guerre de 100 ans. Et j'avais entendu, j'avais vu une phrase de Georges Duby qui avait dit, parfois, vous voyez, ça peut partir d'une phrase, qui avait dit, oh, et puis on ne parle jamais de cette femme remarquable qui a existé, Yolande de Flandre, Yolande de Bar, dame de Cassel, qui a quand même eu une vie assez extraordinaire, qui a même mis des moines dans son puits, qui a fait la guerre, enfin, etc., qui a eu plusieurs maris et tout. Et donc, je me suis intéressée d'abord à l'histoire de Yolande, avant de placer, en fait, mon personnage fictif. Et je me suis dit, mais oh là là, c'est le début de la guerre de 100 ans, j'avais pas envie de raconter de choses sur la guerre de 100 ans. En fait, j'en ai raconté 2 qui se passent pendant la guerre de 100 ans. Il ne faut jamais dire, on ne fera jamais. Hein. Jamais. Et puis, voilà, et je raconte sa vie. Elle va être un personnage au travers d'une petite jeune fille qui est une bâtarde à l'époque et qui va rechercher sa mère, elle va retrouver dans un béguinage, en fait, c'est pas beaucoup de choses, et donc elle va rentrer au service de Yolande également. Donc ce qui me permet aussi, donc je me suis beaucoup intéressée à ce personnage, et ça me permet aussi de placer une époque, de placer vraiment dans le contexte. Là donc on est au 14e, et là voilà, maintenant. Donc c'est vrai que là, cette fois-ci, elles prendront toute la grande part de mon roman. Il y aura 2-3 personnages fictifs, parce que elles ont été accompagnées de dames de compagnie, de chambrières, etc. Bon, ben voilà, et puis en même temps, pour tout vous dire, là, vous êtes vraiment les seuls à le savoir, hein, par contre. Révélation, voilà. Mais vous les aurez oubliés d'ici le temps. Mais mes 2 petites comtesses ont été, pendant 4 ans, un peu prisonnières, entre guillemets, de leur oncle Philippe Auguste. Et donc, je dis entre guillemets, parce qu'elles étaient non pas dans la tour du Louvre, c'était absolument impossible, comme l'ont dit certains, mais elles étaient au Palais Royal avec d'autres enfants royaux, des cousins notamment, des petits cousins, et qui étaient aussi sous la coupe de Philippe Auguste, qui voulait vraiment avoir tous ces comtés de Flandre, de Hainaut, de Champagne et tout à sa disposition et les marier avec qui il voulait. Et donc, pendant ces 4 ans, eh bien, il y a l'élévation de Notre-Dame qui continue et donc il y aura dans le chapitre où elle va voir la construction de Notre-Dame qui est déjà assez élevée, et même s'il n'y a pas encore la toiture, on faisait déjà des messes tous les jours dedans. Et voilà, donc il va se passer beaucoup de choses. Donc on se donne rendez-vous en 2026, ici oui, à la médiathèque. D'accord. Vous présentiez, vous avez déjà un titre ou non? Le titre vient par la suite ou... Non, j'ai le titre, je ne le dirai pas. C'est le secret. Bon, on va tout. Annie, on a du matériau pour vous, voilà. vos archives ici. Okay. Et puis, en prélude à 2026, sachez que l'année prochaine, ici à Valenciennes, on va fêter les 800 ans de l'arrivée des franciscains à Saint-Géry, dont l'une des comtesses a inauguré l'ensemble. On fera l'année prochaine parce que c'est l'arrivée de Saint-Géry dans le diocèse de Cambrai. Il y aura les 800 ans de Saint-Géry ici. Donc on est un peu... Alors si je me raccroche à votre roman, une fois qu'elle a compris que Notre-Dame s'élevait à Paris, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose à Valenciennes. Exactement. Et mais vous savez que tout ce qu'elles vont vivre pendant voilà. 4 ans, elles ont 8 ans, 4 ans, enfin je veux dire, elles sont là et ça a un impact sur son avenir énorme. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matière parce qu'il oui. y a toute cette histoire avec les familles, la guerre avec leurs enfants, ça c'était terrible quoi. Ah oui. Et puis entre la Flandre et puis... Pour le Hainaut, surtout. Le Hainaut, c'était terrible et puis c'était quand même dur. Hein. Et puis il y a aussi Bouvines n'est pas loin, il y a tout ça, il y a le compagnon de Marie qui est enfermé, bon je crois qu'il y a de la matière. Oui, je vais revenir en début d'année. Valenciennes peut être... oui, on verra
parle ici avant 2026. Si vous croisez Annie de Groot ici, c'est qu'elle est en train de Annie, faire quelque chose. on prend le pari, vous venez le présenter d'abord chez nous en 2026. D'accord. Est-ce qu'on peut négocier avec l'éditeur peut-être? Oui, non, mais ça se négocie surtout avec moi. Très bien, ça va. Est-ce que vous avez vous-même des questions à poser à Annie de Groot? Profitez-en. Est-ce que vous avez un de ces livres qui vous a particulièrement marqué, un titre qui vous vient plutôt que l'autre? Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que ça va parler de toutes les choses. Je trouve que les lu, là, bien sûr, j'en ai lu quelques-uns, et quand on t'écoute, c'est pas une espèce de joie qui passe, ça m'a pas dit, on va bien, on voit tout, mais bon, enfin là, c'est bien entendu demander un peu moins. Mais c'est pas une espèce de joie qui passe, c'est une espèce de passion aussi, certainement, parce que je suis passionné, mais pour l'histoire, on a bien l'histoire, mais bon, je trouve qu'il y a des domaines qu'on ne connaît plus, il y a très mal longtemps, et donc c'est ça que ça me faisait plaisir. Et je trouve que c'est un peu de faire de foi sur mon Dieu, et c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de joie qui est là. Alors, je suis rencontre des écrivains, ils sont intéressants, mais on a démarré il n'y a pas longtemps, mardi à Wikipédia. Elle est intéressante, cette écrivain. J'ai trouvé. Pas triste, mais. Bon, enfin, c'était tellement sérieux de ce qu'elle écrivait, c'était un livre un peu difficile sur des histoires d'enfants placés, du train de sort. C'est intéressant, mais. Alors que là, il y a une espèce de joie qui passe. Voilà. Merci. Bon. On ne vous a jamais proposé de faire une série ou un film de ce que vous avez écrit? Vous savez, un balai dans les dunes, j'étais en contact avec un scénariste, un jeune scénariste, dernièrement d'ailleurs. Et puis, lui veut faire sur le Royal Picardie, il va faire une BD avec les Belges. Et puis, je lui dis, donc, il a lu même le synopsis parce que j'ai fait en fait, il m'a dit oui, ce serait formidable en mini-série, mais je pense qu'actuellement, à part Netflix, ils veulent juste du contemporain. Et c'est vrai, mais bon, et puis j'ai aussi j'ai eu Nocturne pour Stanislas, j'avais une productrice qui était intéressée, qui après a laissé tomber. Et puis, vous savez, moi je suis un peu échaudée parce que la télé, même au niveau des scénarios que j'avais travaillé, par exemple, il y en a un, on a fait 12 versions, la 13e a été prise par TF1, le lendemain TF1 a été privatisé, ils ont tout jeté à la poubelle. Et donc, comme c'est un peu beaucoup, même de plus en plus, la valse chez eux, comme dans beaucoup de métiers, et donc, dès qu'il y en a un qui arrive, il veut mettre son empreinte et il jette ce qu'a fait le précédent. Donc, si on n'a pas un pied, c'est beaucoup plus épaulard. Mon ami Franck Tillier a mis le pied dedans, c'est super, c'est très bien. Mais là, au niveau des romans historiques, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et c'est vrai que j'ai l'idée d'une série, enfin, j'ai plus que l'idée, d'une série qui aurait pu être, qui serait un petit peu comme une espèce de Downton Abbey français, et qui est avec L'Oublié de Saint-Péroïque et La Splendeur des Vannecs aussi, parce que dans les deux romans, vous dites oui, vous connaissez, j'ai des personnages qui passent de l'un à l'autre, étant donné qu'en grande partie ça se passe dans la même rue Royale à Lille, que ce sont des maîtres drapiers, enfin qui ne sont plus des maîtres drapiers, mais qui sont des rois du textile. Et en fait, ces deux familles se connaissent, elles sont même rivales, mais il y a des personnages qui passent de l'un à l'autre, notamment Flore dans L'Oublié de Saint-Péroïque, qui va au bal des Vannecs. Il y a un autre personnage qui va se marier avec une fille, enfin, etc. Et donc, moi, j'ai toujours cette idée de... Voilà. Mais c'est très difficile. C'est cyclique, hein. C'est vrai que moi, grâce à la Chambre des Dames. C'est des choses, alors c'est vrai peut-être en ce moment le roman historique a peut-être plus de succès en adaptation
blanche. Oui, mais autrement, moi je pense oui. que ça va revenir, Oui. parce que justement il y a eu beaucoup de séries comme ça anglaises qui ont plu au Oui. public français. Oui. Et l'époque polar est installée, mais le roman historique en lui-même, moi je pense à Oui, il a trouvé sa voie sur d'autres plateformes. Oui, voilà. Mais c'est vrai, et puis, mais j'ai pas dit mon dernier mot, et je pense que je vais essayer de relancer cette idée de série. J'avais eu aussi avec Les Jardins du Vent. Les Jardins du Vent, qui est mon roman le plus contemporain, qui se passe de nos jours, avec une grande méprise aussi, voilà, et qui est, ça se passe de nos jours, mais il y a aussi le carnaval de Dunkerque. Et Les Jardins du Vent, donc il y avait une autre productrice qui était intéressée, et France 2 a répondu: ah non, nous on veut un polar, parce que bon, c'est vrai qu'il y a c'est beaucoup plus simple, là c'est trop intelligent. Je voulais pas faire être arrogante, mais c'est vrai que c'est ce qu'ils m'ont répondu, quoi. Mais c'est fou, ils veulent du basique là, pas trop de décors, parce que comme ça réduit les frais. Les décors, c'est voilà, on va tourner sur la plage, on va tourner ailleurs, voilà, c'est ça les décors. Ils prennent de plus en plus, même quand, aussi des décors parfois qui se font en Pologne, notamment. Et puis parfois avec des acteurs polonais. Moi j'avais tourné dans Marie Vandamme, et puis Jacques Duquesne m'avait dit mais Annie, vous vous rendez compte, on tourne en grande partie en Pologne avec des acteurs polonais. Et ben, je dis, bah, oui, voilà, et donc Jacques Duquesne, qui était un grand monsieur et qui était mon parrain de lettres. Dunkerquois. Parce que là aussi, avant que je sois acceptée par mon éditrice, je lui ai, comme je m'étais trouvée à côté de lui lors d'une je ne sais plus si c'était pour la première de Marie Vandamme, tout ça, mais je lui avais dit, écoutez Jacques, j'ai un manuscrit, est-ce que je peux vous le faire lire? Il a été absolument adorable. Et puis il a dit oui, d'accord, mais attendez, hein, moi je ne trouve pas d'éditeur, hein, c'est vous vous débrouillez si jamais. Voilà. Il m'a renvoyé 3 pages avec des conseils, très bien, et il m'a dit quand vous avez un éditeur, vous me dites. Et c'est comme ça qu'il a fait la préface de mon premier, qui est La Kermesse du Diable. Et après, j'ai beaucoup côtoyé et j'ai toujours dit t'es mon parrain de lettres. Voilà. Voilà. Écoutez, là maintenant, on se sent très privilégié, et on est d'autant plus appâté par l'annonce de votre prochain roman, où on va retrouver effectivement des personnages historiques bien connus chez nous, mais aussi on attend vos personnages romancés. Comment vous allez réussir à les insérer. Voilà, c'est une style aussi. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous et merci d'être venu. On vous applaudit. Donc la librairie Les Supplétis est présente avec un choix d'ouvrage. Voilà, ça parce que n'hésitez pas, c'est l'occasion de se faire dédicacer un roman. Donc en fait, il y a ici, là, il y a Nocturne pour Stanislas, il y a L'Oublié de Saperwick, c'est les 2 en poche. Et puis vous avez des cendres sur nos cœurs. Et la roman que je vous invite à lire, c'est vraiment une histoire passionnante et inédite en plus, parce que là on est vraiment sur un épisode historique. On apprend plein de choses de manière très agréable. C'est l'intérêt du roman historique. On a un roman historique à la médiathèque et on sait qu'on a beaucoup de lecteurs qui
Ça tourne. Ah, ça tourne dans toutes les époques, à des personnes qui ont leurs époques de prédilection. Oui. On arrive à couvrir un champ large. Et alors, Annie, c'est ça, on hésite des fois à vous placer soit effectivement dans ce qu'on appelle le roman de terroir ou le roman historique, parce qu'en fait, vous êtes à cheval sur les deux, comme certainement de vos confrères ou vos consoeurs. Mais voilà, là, on sent qu'on est dans l'histoire. La messagère. Très bien. Merci beaucoup. Merci encore.